Peut-être je vais amorcer. On parlait tout à l'heure de coach psychologue. Vous pouvez peut-être nous préciser comment ça se passe? Dès que le patient rentre sur la plateforme, un coach lui est attribué. Alors aujourd'hui, nous parlons de psychologue parce que nous avons un partenariat avec une association de psychologues. Demain, ce sera probablement des infirmières, douleurs. Donc, rien n'est arrêté là-dessus. En tout cas, le coach va avoir une consultation aujourd'hui téléphonique avec le patient, mensuelle. Nous sommes d'ailleurs en train de mettre en place une consultation vidéo, puisque ça permettra aussi de garder ce contact humain. Et cette consultation qui dure jusqu'à 40 minutes a pour vocation de mettre le patient en mouvement, de l'aider à mobiliser ses ressources et à avancer dans la gestion de sa maladie. Alors le coach a également accès à un espace qui lui permet d'avoir les résultats du patient. Oui, par rapport à ce modèle, est-ce qu'il y a une prise en charge? Quel est le modèle économique autour de ça? C'est-à-dire par rapport le patient, c'est conseillé, j'imagine, par le médecin, faut payer, ça se passe comment? Alors, effectivement, ça c'est une bonne question aujourd'hui, puisque de toute façon, nous sommes dans un vide juridique. En tout cas, aujourd'hui, c'est en train de se mettre en place. La télésurveillance existe aujourd'hui pour 4 pathologies et pas la douleur. Mais nous sommes en train de travailler, et l'étude dont je vous ai parlé tout à l'heure, chez le patient douloureux chronique tout venant, a pour vocation d'obtenir le remboursement. Et on travaille avec des financements de type 51 qui ont été mis en place par l'État et puis nos deniers propres. Mais l'objectif est vraiment d'obtenir le remboursement. Alors pour cette partie, en fait, le programme sera accessible dans les centres douleurs. Et nous mettons aussi en place un programme, d'éducation thérapeutique accessible sur mobile. Et ensuite, le patient pourra, alors oui, payer des options en fonction de ce qu'il a envie. Alors ça, ce sont des modèles, c'est très compliqué en fait aujourd'hui de travailler le numérique dans la santé parce que je crois qu'on avance à la fois plus vite que ce qui est mis en place. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'experts qui nous disent aussi de commercialiser les choses et de faire payer. Donc bon, c'est une vraie question. Voilà, moi je continue. À Saint-Joseph, est-ce que vous avez une idée un peu du public qui le télécharge et est-ce qu'il y a des retours sur est-ce que les pratiques peut-être se sont modifiées, changées? Malheureusement, pas tellement. Le public qui télécharge l'application, c'est surtout des soignants. Alors qu'il y a toute la partie prescription qui visait à accompagner et à aider les internes et parfois les chefs, qui continuent de nous solliciter par téléphone pour des questions auxquelles l'application répond. Et donc ça, c'était pour la première question. Et la deuxième question, les soignants, les retours des soignants concernant ce que ça leur apporte, c'est un petit coup de pouce pour des difficultés qu'ils auraient pu résoudre de toute façon, mais de façon un peu plus complexe, comme l'outil multilingue. Ils s'en servent assez régulièrement quand ils y pensent, parce que le premier réflexe, c'est de se dire le patient ne parle pas ma langue, donc tant pis, je fais l'impasse sur l'évaluation. Et quand ils sont bien informés sur l'existence de cet outil, c'est pour ça que j'ai peut-être pas suffisamment insisté pendant la préparation, mais surtout parler autour de vous sur l'existence de cette application, parce que si on ne sait pas qu'elle existe, on ne va pas aller la chercher, on ne va pas aller chercher les informations qui sont dedans. Bref, une fois que les gens sont bien informés sur l'existence de cet outil, ils y font facilement référence et ça les aide ponctuellement sur l'évaluation d'un patient qui ne parle pas la même langue. Ensuite, pour l'équianalgésie, souvent les
les retours de médecins qui me disent « Ah, mais c'est super, parce que justement, on se retrouve très souvent confronté à cette difficulté. » Et à l'inverse, peu me disent « Ah, j'ai utilisé l'application pour m'aider dans mes prescriptions. » Donc, ça répond vraisemblablement à un besoin, mais une fois que les gens sont confrontés à cette difficulté, ils n'ont pas le réflexe d'aller sur l'application. Et je pense que c'est dommage parce que tout est réuni dans l'application pour que tout soit accessible. Et en fait, ils ont encore le réflexe d'aller dans leur poche avec leurs fiches plastifiées ou sur des documents, des protocoles écrits et difficiles à trouver dans le fin fond de l'armoire de la salle des internes. Voilà, alors que là, c'est dans la poche. Donc, il y a une question là-bas. Ah, il y a une question. Pour moi, oui, c'est une application qui fonctionne complètement hors réseau. Ce ne sera plus le cas pour la partie protocole parce qu'il y aura des liens vers les protocoles par le web. Mais sinon, tout ce qui est ici, c'est figé et ça fonctionne hors réseau. Alors chez nous, on a à la fois une plateforme et une application, et l'application fonctionne effectivement hors réseau. Je crois qu'aujourd'hui, c'est indispensable. Hormis le téléchargement et pour envoyer les mails, ça fonctionne sans réseau. Et, même dans les déserts, Wi-Fi, c'est très bien. Plus de questions, je crois. Oui, excusez-moi, j'ai une question. J'ai une question encore, je suis tout en haut là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je me pose la question avec ces applications de la surveillance des patients et du droit de ne pas suivre les prescriptions. Puisque on voit bien que, par exemple, pour ce qui est de la prescription des masques d'apnée du sommeil, la sécurité sociale maintenant ne rembourse plus quand les patients n'utilisent pas. Enfin, maintenant, ils sont surveillés dans leur application. Et donc là, ces applications, ça me pose quand même cette question de me dire, est-ce qu'on n'est pas en train d'imposer déjà un système de soins aux patients et ceux qui vont pas le suivre vont être un petit peu mis à l'écart. Donc finalement, l'éducation du patient, c'est quand même partir de la parole du patient. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'est un système éducatif qui impose un coaching, quoi. C'est pas un coaching, c'est pas éducatif. Donc la question, est-ce que c'est pas un contrôle des patients qui pourrait leur nuire ? Voilà, la question, c'est que penser du contrôle des patients. Qu'est-ce que vous entendez par contrôle des patients ? S'ils ne sont pas compliants au traitement, ils peuvent avoir de l'assurance maladie ou je ne sais quoi. Ça, c'est actuellement quand même c'est ce qui se passe actuellement avec les masques d'apnée du sommeil. L'assurance maladie, ils ont un système chez eux qui surveille combien de fois ils le mettent, s'ils le mettent bien. Et s'ils ne le font pas bien, ils sont déremboursés. Mais aujourd'hui, avec les plateformes qui existent en matière de télésurveillance, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle tous les 6 mois par la sécurité sociale. Et le modèle, en fait, c'est la plateforme fournit les datas à la sécurité sociale, il y a un remboursement qui est effectué et avec un indice de performance et de suivi. Et si le patient n'est pas compliant, alors il y a suppression pas de la connexion, mais en tout cas de la mise à disposition. Vous répondez bien à ma question alors. Aujourd'hui, on va dans une direction d'augmentation de la qualité, je vais dire. Donc, c'est quasi évident. On ne peut plus rembourser aussi tout venant sans contrôle. Non, mais la question, c'est du risque de ces applications. Est-ce qu'il y a un risque que les données circulent justement dans un autre but que celui d'aider les patients et les médecins ? Non, il n'y a pas d'autre risque puisque tu es hébergé chez des hébergeurs agréés données de santé. Après, qui est-ce qui les extrait ? C'est nous. Elles sont anonymisées. Il n'y a pas de risque qu'elles circulent de quoi que ce soit.
Plus de questions? Eh bien, on va demander à M. Frédéric Maillard de venir conclure cette journée.